tous. Alors, il y a encore des gens qui se joignent à nous pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais quand même débuter. Alors, au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, du ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que du Secrétariat à la condition féminine, tous partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Alors, je me présente rapidement, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Courcy de l'Université de Montréal. Donc, avec nous, je suis accompagnée, oui, de ma collègue Audrey Asselin, au règne de la technologie Zoom, qui est technicienne au FRQSC et responsable de l'organisation de la séance et de son opérationnalisation sur cette plateforme de visioconférence. Avec nous également, Mme Élise Demers, pardon, qui est conseillère en égalité au secrétariat à la condition féminine, ainsi que Mme Alexandra Fontaine, coordonnatrice du dossier de la santé et du bien-être des femmes au ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, je les remercie de leur présence aujourd'hui. Je souligne qu'elles ont collaboré depuis l'élaboration de l'appel de proposition en passant par les rencontres de suivi des travaux de recherche jusqu'à aujourd'hui. Élise Demers a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice lors de la période de questions qui suivra la présentation. Question qu'elle relayera à notre invité aujourd'hui. Donc, elle agira ainsi comme votre porte-voix. Vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section de discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Et je vous informe par ailleurs que ces questions ne sont pas partagées là, à l'ensemble des participantes et participants, mais se dirigent uniquement vers notre invité. La présentation est d'une durée de 35 minutes, donc je vous invite donc tout au cours de la présentation à noter ce qui résonne particulièrement dans vos esprits et fait écho dans votre milieu ou à vos propres pratiques, et ce, en vue de la période d'échange qui suivra. Et on vous invite donc à rester avec nous pour ce moment enrichissant. Vous êtes nombreuses, nombreux à avoir répondu à notre invitation. Vous êtes plus de 250 personnes à vous être inscrites d'horizons divers, ce qui nous apparaît une indication claire que la présentation d'aujourd'hui vous interpelle et répond à un besoin concret. Alors, je me permettrai brièvement, peut-être pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC, de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et donc, pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses, des subventions de recherche aux meilleurs étudiants et étudiantes, chercheuses, chercheurs universitaires du Québec. Et dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, la particularité ici est que nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Alors, qui sont ces partenaires? Bien, pour beaucoup des ministères, en l'occurrence, donc le M3S et le secrétariat à la condition féminine ici, aussi du secteur privé. Et en souscrivant à nos programmes, ces partenaires adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Donc, c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est donc en partenariat avec le même M3S et le secrétariat à la condition féminine que le Fonds Société Culture lançait en 2020 un appel de proposition de projet de recherche portant sur les besoins émergents des femmes en matière de santé et de bien-être. Cette action concertée s'inscrit par ailleurs dans l'une des mesures du plan d'action en santé et bien-être des femmes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ainsi, c'est à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux
que le projet d'Isabelle Courcy de l'Université de Montréal et les membres de son équipe a été sélectionné. Alors, la présentation d'aujourd'hui rejoint l'une des deux thématiques retenues dans le cadre de cet appel de proposition, soit la charge mentale et santé mentale des femmes. Le projet financé dans le cadre de ce thème devait, quant à lui, permettre de dresser un portrait critique des connaissances scientifiques disponibles sur la charge mentale et ses effets sur la santé mentale des femmes. Alors, nous accueillons donc Isabelle Courcy. Je vous invite à afficher votre présentation et je vous présente en même temps. Donc, vous êtes sociologue et professeur au département de sociologie à l'Université de Montréal. Vous êtes également membre de l'Institut Santé et Société de l'UQAM, du Réseau québécois en études féministes, le REQEF, et chercheuse au Centre de recherche et de partage des savoirs interaction de l'Université de Montréal. Votre cheminement académique pluridisciplinaire, on parle de sociologie, études féministes, kinésiologie, sciences de la santé, éducation. Donc, ce cheminement et votre parcours en recherche vous ont amené à développer des compétences, à travailler en interdisciplinarité avec différents milieux de pratique dans le secteur communautaire et les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, je vais faire une petite parenthèse. J'ai négligé de mentionner la présence de Jennifer Webb, qui est membre de cette équipe comme chercheuse, professionnelle de recherche et qui se joindra à vous pour la période de questions notamment. Alors, sans plus tarder, je vous cède donc la parole afin que vous puissiez nous présenter le fruit de vos travaux. Merci, Madame Godbout. C'est vraiment un plaisir pour moi et merci aux personnes qui sont avec nous ce midi, en fin d'avant-midi, pour vous présenter en fait les faits saillants de cette recherche que nous avons menée dans la dernière année. Donc, un titre qui a un peu changé tout au long du processus, c'est que je vous propose aujourd'hui renouveler le regard sur la charge mentale, constat et invisibilité sur la santé des femmes. Donc, comme il a été mentionné précédemment, une recherche, ça ne se fait pas seul, ça se fait en équipe. Puis, je tiens à souligner vraiment l'apport, l'engagement exceptionnel de mes co-chercheuses et co-chercheurs dans ce processus, mais aussi les représentantes des groupes et des organismes partenaires qui ont participé à chacune des étapes de cette synthèse des connaissances. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup et vous salue si vous êtes avec nous ce midi. La préoccupation qui a été mentionnée précédemment par Mme Godbout, donc nous avons répondu à cet appel de projet. La préoccupation était de dresser un portrait critique des connaissances scientifiques disponibles sur la charge mentale et ses effets sur la santé des femmes. Et bon, qu'est-ce que c'est la charge mentale en deux mots? La charge mentale réfère à un mode de gestion quotidienne du travail. Et ce qui est important de spécifier ici, c'est que c'est un concept qui nous provient de la sociologue française Monique Eco, féministe matérialiste, et qui voyait cette gestion quotidienne du travail dans une conception du travail qui est extensive, c'est-à-dire, oui, bien sûr, ça comprend le travail rémunéré, mais ça comprend également le travail des tâches domestiques et aussi de tous les engagements qui peuvent être faits dans l'espace communautaire, par exemple, comme le bénévolat. Donc, une gestion quotidienne du travail qui est caractérisée, fait important, par une prise en charge qui est simultanée de multiples tâches et de multiples responsabilités. Et donc, qui peut se résumer un peu à cette image de faire tenir ensemble des sphères de vie, puis des demandes qui sont liées à ces différentes sphères, qui sont parfois incompatibles entre elles. Par exemple, le temps qu'on met avec les enfants, c'est du temps qu'on ne met pas en emploi. Dans ce contexte, la charge mentale, ce qui est important de soulever dès le départ, c'est que c'est un phénomène qui est un phénomène qui touche davantage les femmes, et ça parce que ça s'inscrit dans des inégalités structurelles, des inégalités de genre au niveau de la division sexuelle du travail, donc dans la façon dont est structuré le marché de l'emploi, mais aussi qui se répercute au niveau de la répartition des tâches dans les couples. Donc, on sait que les femmes en font davantage, notamment au niveau du soin des enfants
ou encore des activités dans la sphère domestique, mais aussi aux soins des proches. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de proche aidance, mais aussi des travails, des emplois rémunérés qui sont liés justement à la santé, à la restauration, l'alimentation, tous les emplois de service, en fait, sont principalement occupés en majorité par des femmes. Dans ce contexte, pour nous, hein, on se souvient, c'était mentionné, c'est un appel de projet auquel nous avons répondu en 2020. Donc, il y avait un contexte particulier. On voyait un triptyque, en fait, qui exerçait une pression importante sur l'ensemble de la société, sur les milieux de travail et qui indiquait fort probablement une augmentation de la charge mentale expérimentée, vécue par les femmes. Et ce triptyque, pour nous, se constituait, bien sûr, on était à la sortie de la crise de la COVID-19 par ce contexte de pandémie, mais aussi par la crise climatique hein, qui habite l'espace depuis plusieurs années, et aussi d'autres facteurs sociaux comme le vieillissement de la population. Donc, une augmentation probable, très certaine, de la charge mentale vécue par les femmes et qui se recompose également dans de nouvelles tâches, notamment la notion de charge verte nous avait été suggérée par les groupes et qui pointait en fait en de nouvelles tâches, notamment réduire, réutiliser, recycler, acheter local, soutenir les enfants hein, qu'on dit de plus en plus éco-anxieux. Et donc, de nouvelles tâches, mais ce qui est important de spécifier, qui sont principalement assignées, ou en fait, on voit que dans les campagnes, les femmes, les mères sont particulièrement ciblées par ces nouvelles tâches que nous voulions également aller explorer dans cette synthèse des connaissances sur la charge mentale. Donc, les objectifs que nous avons formulés, des objectifs qui sont assez près de l'appel de proposition, étaient d'analyser les informations disponibles sur la charge mentale, notamment dans les écrits scientifiques, mais aussi dans d'autres types de sources qui parlent de la charge mentale, afin de relever ses composantes et les effets qui sont documentés sur la santé et le bien-être des femmes, afin de proposer des pistes et des recommandations pour orienter l'action et la prise de décision. Ce qui était important pour nous, c'était de partir, bien sûr, de cet ancrage de la charge mentale qui est proposé par Monique Eco et qui fait tout à fait et qui est toujours pertinente, mais en la renouvelant, en la contextualisant avec nos contextes d'aujourd'hui dans une approche systémique de la santé, donc l'éco-santé, en intégrant également de manière plus flagrante le travail de care qui nous permettait d'aller explorer cette notion encore un peu nébuleuse dans les écrits scientifiques de la charge verte. Et enfin, troisième élément incontournable était d'approcher la charge mentale dans une approche féministe intersectionnelle, c'est-à-dire pour le dire simplement et rapidement, de rendre compte des inégalités entre les femmes entre elles, et de répondre à ce principe voulant que certaines femmes à la croisée des oppressions donc vivent davantage d'inégalités sociales et donc probablement vivent davantage les effets de la charge mentale sur leur santé. Comment nous avons procédé pour faire cette synthèse des connaissances? En fait, nous avons établi un devis de recherche participatif. Donc, pour faire une revue de portée, en quoi ça pouvait se caractériser, ce devis participatif? Eh bien, on a cherché à faire une revue de la portée appuyée sur un processus d'application de connaissances intégré dès le départ avec des représentants des groupes et des organismes qui étaient partenaires au projet et qui sont des groupes qui sont concernés par la justice de genre et la justice environnementale et qui ont participé à chacune des étapes de cette synthèse des connaissances, donc 5 groupes partenaires et 3 instituts de recherche. Et pour le dire simplement, par exemple, comment on a pu intégrer dès le départ les représentantes dans ce processus, bien, nous avons fait un premier atelier au début afin de démystifier en fait la revue de portée et s'outiller tous et toutes dans ce processus qui s'amorçait. Donc, comme je l'ai précédemment mentionné, il était important pour nous d'aller voir ce que nous avons appelé la littérature grise, donc les rapports de recherche, les livres, les chapitres de livres, les balados, tout ce qui pouvait être produit autour de la charge mentale et la charge verte
en français et aller explorer dans la littérature scientifique, donc les articles publiés dans des revues révisées par des pairs en anglais et en français, ce qui se disait, les connaissances qui étaient produites sur la charge mentale et la charge verte. Et nous avons suivi un processus assez je dirais, commun en 4 étapes pour une revue de la portée: recherche, filtrage, extraction et synthèse. Je vous en parle assez rapidement, mais je vais y aller rapidement. Si vous avez des questions pendant la période de questions, ça va me faire plaisir d'y revenir. Donc, pour la recherche, en ce qui a trait à la littérature grise, nous avons fait une page web avec un lien de partage pour que les représentants des groupes interpellent leur groupe afin de partager des ressources qui pouvaient leur sembler pertinentes autour de la charge mentale et la charge verte. Ensuite, nous avons établi, nous avons co-construit ensemble avec les représentantes et les bibliothécaires de l'université un choix de mots-clés pour aller fouiller, en fait, pour monter une syntaxe, aller fouiller 10 bases de données pour aller recueillir, en fait, l'ensemble des recherches qui ont pu porter sur la charge mentale et la charge verte dans les 7 dernières années. Nous avions commencé par les 10 dernières années, mais l'ampleur des écrits nous a plutôt amené à choisir une période temporelle plus restreinte. Et on a importé l'ensemble des références des articles scientifiques dans le logiciel Covidence. Deuxième étape, on a précisé nos critères d'exclusion, toujours également avec nos représentantes des groupes. Donc, pour ce qui est de la littérature scientifique, nous avons trié les différentes références à partir des titres et des résumés. Donc, 2 personnes assuraient un accord interjuge et lorsqu'il y avait un litige, une troisième personne tranchait. Et nous avons fait la même chose pour les 2 types de littérature, ce qui nous a amené à 39 sources sélectionnées pour la littérature grise et bon, beaucoup plus, 223 pour les articles scientifiques. Étape 3, la fiche d'extraction. Donc, on s'est appuyé, on a co-construit cette fiche pour aller chercher les informations qui nous semblaient pertinentes, à la fois dans la littérature grise et la littérature scientifique. Pour ce qui est de la littérature grise, nous l'avons fait en dyade chercheur-représentante. Et pour la littérature scientifique, l'équipe de recherche s'en est chargée. Et enfin, dernière étape, et c'est les résultats dont je veux vous présenter aujourd'hui, la compilation des principaux thèmes qui sont ressortis, les principaux résultats, les résultats saillants qui ressortent à la fois de cette fouille de la littérature grise et scientifique. Alors, les résultats. Qu'est-ce qui ressort de cette synthèse des connaissances sur la charge mentale? Vous vous souvenez, le premier objectif était d'aller voir quelles étaient ses principales composantes. Eh bien, les écrits nous parlent principalement d'anticipation, de planification, de bousculement, de jongler d'un espace ou d'une tâche à l'autre comme principale composante de la charge mentale. Plusieurs écrits vont parler de cette activité de gestion des frontières, toujours dans l'objectif de concilier, qui est assumé principalement par les femmes, par les mères. Donc, que ce soit pour réaffirmer des frontières, par exemple, pour avoir accès à un espace pour allaiter sur le lieu de l'emploi, ou encore pour amenuiser ces espaces entre l'emploi et la famille afin de mieux concilier, par exemple, par le télétravail. Troisième élément constitutif de la charge mentale et qui apparaît vraiment de manière importante dans les écrits est la symétrie de genre qu'on voit toujours dans des inégalités persistantes, notamment non seulement au niveau de l'expérience de la charge mentale entre les hommes et les femmes, mais qui s'inscrit dans des normes sociales toujours prégnantes en termes de bonne maternité qui s'opposent au modèle qui apparaît également toujours prégnant du bon travailleur étant toujours pensé principalement malheureusement en termes de travailleur masculin qui n'a pas de responsabilité familiale et qui ne doit pas du coup concilier l'emploi et la famille. Autre élément majeur qui ressortait de ces composantes de la charge mentale et qui est lié à cette asymétrie de genre est le travail émotionnel qui est assumé en très, très grande partie par les femmes et ce, que ce soit
au sein de la famille ou encore en emploi. Par exemple, au sein de la famille, plusieurs recherches pouvaient parler de comment on s'assure que tous et tous soient bien, comment la gestion de la contraception et donc une foule de tâches et en emploi. euh, Tout un travail émotionnel, par exemple, qui est assumé pour maintenir un climat de travail harmonieux, faire en sorte que les liens entre les personnes soient sains, etc. Donc, très, très grand écart ici entre les travailleurs, les travailleuses et les femmes et les hommes. Dernier élément qui ressortait de manière saillante au niveau de ses composants de la charge mentale, c'était son invisibilité et son caractère non reconnu. Charge mentale et tout le travail qui y est associé était dit invisible parce que, d'une part, non payé, mais aussi non reconnu, euh, à la fois au sein de la famille et en emploi, une répartition des tâches domestiques qui pouvait être inégalitaire et vécue aussi dans plusieurs recherches, qui étaient rapportées dans plusieurs recherches en termes de conflits, de culpabilité, de frustration, de sentiment d'injustice qui venaient amplifier ce sentiment de charge mentale chez les femmes qui avaient été participantes dans ces différentes recherches. Face à cette charge mentale, plusieurs recherches montraient les stratégies d'adaptation qui étaient adoptées par les mères et par des femmes. Stratégies d'adaptation dont plusieurs d'entre elles, à long terme, pouvaient s'avérer néfastes sur leur santé. Donc, on parle par exemple, de faire plusieurs tâches à la fois, donc le multitasking, déléguer des tâches à d'autres personnes, mais qui s'avérait le plus souvent à d'autres femmes. Donc, diminuer sa charge mentale, mais augmenter possiblement celle de d'autres. Réduire le temps pour soi ou les loisirs. Diminuer ses heures ou quitter l'emploi. Compenser par l'amplification de certains comportements parentaux, pardon. Par exemple, donc un sentiment de culpabilité, de trop travailler, d'avoir l'impression d'être pas assez présente avec les enfants qui pouvaient être compensées, par exemple, par des petites stratégies en lisant, en faisant la lecture plus longtemps aux enfants avant le coucher. Et autre stratégie, inciter le conjoint et les enfants à faire plus. Donc, une stratégie qui peut s'avérer bénéfique si on réussit à convaincre, mais ce qu'il faut soulever, c'est que c'est une responsabilité qui revenait encore et une fois principalement aux femmes. Et enfin, dernier élément qui ressortait de cette analyse plus pointue des stratégies d'adaptation, l'utilisation de services domestiques payants dans plusieurs recherches, ressortait comme dégageant davantage le conjoint que la conjointe dans les couples hétérosexuels. Troisième élément, je dirais, majeur de la synthèse des connaissances sur la charge mentale, c'est cette idée que la charge mentale vient s'imbriquer à d'autres inégalités sociales et donc est amplifiée pour des femmes qui se retrouvent dans certaines situations. Donc, les conditions de vie et le travail précaire étaient et ressortis comme des conditions qui amplifient la charge mentale des femmes, de même que l'accès inégal aux ressources ou aux technologies. Euh, la gestion, que ce soit pour soi ou autrui, des violences qui peuvent être expérimentées, des violences sexistes, conjugales, sexuelles ou racistes, que ce soit en emploi ou dans la sphère familiale ou encore dans la communauté, étaient et ressortis comme d'autres facteurs qui amplifient la charge mentale et qui se retrouvent à avoir des effets sur la santé des femmes. Et enfin, élément intéressant, les réseaux de soutien informels ressortaient comme un facteur qui pouvait contribuer à réduire la charge mentale, mais pas pour toutes, puisque celles qui se retrouvent, puisque pour les mères seules, séparées, migrantes ou travailleuses autonomes, cette situation qui se retrouvaient avec des réseaux de soutien informel peut-être moins importants que d'autres, eh bien, cette situation s'avérait critique et on voyait un écart se creuser au niveau de la charge mentale et des effets sur la santé. Élément incontournable de cette synthèse, eh bien, c'est l'effet du contexte de la crise de la COVID-19 qui ressort comme un puissant révélateur d'inégalités sociales
et de facteurs qui augmentent la charge mentale, non seulement parce qu'il y a eu une augmentation des tâches domestiques, ne serait-ce que parce que on peut penser à la fermeture des garderies, mais que malgré cette augmentation, dans cette augmentation des tâches, les femmes en ont assumé la plus grande part. Elles ont également assumé un surtravail émotionnel, par exemple en termes de travail émotionnel généré par cette situation d'incertitude, donc auprès des enfants, auprès de leurs proches. Une situation qui a également engendré plusieurs inquiétudes et précarités financières. Les recherches démontrent des taux de perte d'emploi élevés, surtout chez les femmes les plus pauvres pendant cette période. Et plusieurs femmes ont également fait le choix de diminuer leurs heures ou de cesser l'emploi pour s'occuper de leurs proches. Autre élément qui ressortait spécifiquement à cette période, c'est toute une négociation au sein du couple en ce qui a trait aux espaces de télétravail. Plusieurs recherches montraient que les mères se retrouvaient le plus souvent à travailler au salon ou à la cuisine en surveillant en même temps les enfants qui faisaient leurs devoirs, alors que les conjoints se retrouvaient le plus souvent dans la pièce fermée pour travailler, donc ce qui augmentait leur charge mentale. Et enfin, une charge mentale qui était accrue pour les femmes et les mères qui combinaient ou bien qui présentaient ces différentes situations, donc monoparentalité, parentalité lesbienne, situation de handicap, enfants avec besoins particuliers, proches avec problèmes de santé, les femmes qui occupaient des emplois à fort risque de contagion, et on sait notamment que les femmes racisées sont surreprésentées dans les emplois en première ligne, et les femmes également qui appartenaient à des communautés qui ont été particulièrement touchées par la COVID-19. Les effets sur la santé des femmes, je vous les résume, mais ils étaient nombreux et, et apparaissaient de manière constante là, dans les articles recensés. On parle notamment de la charge mentale en termes de facteurs de stress qui s'expriment en termes de conflits, de surcharge, d'interférences, de débordements, de déséquilibre, de pression ou encore de tensions ressenties. Il y a un effet en termes de stress chronique euh, et qui était également associé avec une augmentation des niveaux d'anxiété, de détresse, de dépression, d'épuisement émotionnel et professionnel, une augmentation des taux de migraine, des maux de dos, perturbations du sommeil. Et la répartition des tâches domestiques au sein du couple ressortait également comme un facteur associé à des sentiments d'injustice, à des conflits dans le couple qui pouvaient également être associés à des effets néfastes sur la santé. Et bien évidemment, l'ensemble de ces effets néfastes sur la santé ont également été retrouvés dans les études qui s'intéressaient particulièrement au contexte de la pandémie, mais de manière accrue, et ce, particulièrement pour les mères de jeunes enfants. C'est important à souligner. En ce qui a trait cette fois à la charge verte, un peu cette notion plutôt récente, il y avait beaucoup moins d'articles qui abordaient directement ou indirectement la composante de la charge mentale qui est la charge verte, mais on voyait vraiment une surresponsabilisation des femmes en termes de toutes ces tâches de gestion de l'électricité, en faire des économies, l'alimentation, l'approvisionnement local, notamment le recyclage et la réutilisation des biens. Donc, une augmentation du travail et de la charge mentale qui était également liée à des perturbations environnementales, et ce particulièrement pour certaines femmes dans le monde. Et aussi un article très intéressant qui associait la charge mentale, le travail émotionnel qui est amplifié dans les contextes où il y a catastrophes naturelles et où les attentes envers les femmes pour le travail émotionnel est également accrue. Et enfin, un autre article, j'ai mis, il n'y en a qu'un, mais qui était fort intéressant et qui faisait des liens entre la charge verte et la charge mentale vécue par des femmes, notamment et très liée à l'activisme environnemental. En ce qui a trait cette fois à la littérature grise, on voyait beaucoup de similitudes et de convergences théoriques dans la façon de définir, de parler de la charge mentale entre la littérature grise et les articles scientifiques.
Les principales thématiques qui ressortaient de notre analyse sont ici mentionnées, là, dont notamment le peu de reconnaissance du travail des femmes dans les mouvements environnementaux, leur faible représentation dans les instances publiques et les lieux décisionnels. Il était également soulevé la charge morale de faire les bons choix que plusieurs d'entre elles vivaient en matière d'éco-responsabilité. Et un paradoxe était soulevé. Donc, certaines sources proposaient des trucs et astuces pour réduire sa charge mentale et d'autres étaient plutôt critiques à l'égard de ces trucs et astuces qui, paradoxalement, venaient augmenter en fait cette surresponsabilisation des femmes en individualisant la situation, le phénomène, les problèmes qui étaient engendrés par le phénomène de la charge mentale et qui, au final, ne transforment pas les structures qui génèrent les inégalités sociales à la base de cette charge mentale. Donc, des solutions collectives qui étaient le plus souvent demandées dans les sources recensées dans la littérature grise afin de faire advenir des changements qui sont systémiques et durables. Donc, les messages clés. Que retenir de tout ça? Que retenir de la charge mentale? Eh bien, je pense que ça peut se résumer en 4 points. Le premier, que ces effets sont nombreux et documentés sur la santé des femmes. Que la charge mentale est un construit qui est complexe, multifacette et invisible, non seulement parce qu'il est non rémunéré, mais il est souvent non reconnu comme travail à part entière. Que la charge mentale est associée à un travail émotionnel qui prédispose les femmes de manière accrue à des effets néfastes sur la santé et que la charge mentale prend des formes et des effets différenciés qu'il importe d'analyser dans une analyse intersectionnelle afin de ne pas suggérer des solutions qui peuvent réduire la charge mentale de certaines femmes, mais augmenter la charge mentale de d'autres. Alors, j'en arrive maintenant aux pistes et recommandations sur lesquelles nous terminons dans le rapport. Je n'aurai pas le temps de toutes les décortiquer en détail. J'aimerais quand même vous en partager ce midi quelques-unes, mais je vous invite bien sûr là, à lire le rapport qui les présente de manière plus détaillée. Donc, le premier axe de pistes de solutions, de recommandations que nous proposons est lié bien sûr au fait de reconnaître que la charge mentale a une nature complexe et est associée à des stéréotypes de genre sur lesquels nous pouvons travailler. Donc, les écrits montrent bien, les articles montrent bien que la charge mentale se décline de différentes manières selon les contextes de vie des femmes et c'est quelque chose à ne pas perdre de vue, notamment dans les campagnes de sensibilisation qui pourraient être faites pour aborder ces inéquités entre les hommes et les femmes et dénoncer les stéréotypes de genre qui favorisent en fait cette reproduction inégale dans la division du travail et qui engendre la charge mentale de manière accrue également pour certaines femmes. Deuxième axe de piste de solution, eh bien, s'adresse principalement au milieu de travail. Donc, les écrits montrent bien que la mise en place de structures et de ressources facilitantes peut contribuer à réduire la charge mentale qui est expérimentée. On parle notamment du télétravail, mais ce qui veut dire de donner la technologie nécessaire, les formations nécessaires à leur usage et la flexibilité qui est également nécessaire. On doit travailler également au niveau des services de garde des enfants, de l'appui à la proche aidance, qui pourrait prendre la forme de soutien financier direct, de services de garde sur les lieux d'emploi ou encore de partenariat avec des services externes. Plus d'appui à l'allaitement sur le lieu de travail. Protéger toujours le droit au congé parental et continuer à promouvoir d'offrir des congés maladie pour le soin des proches. Cinquième idée, soutenir les initiatives de réseau d'entraide qui peuvent émerger entre les travailleurs et les travailleuses. Modifier les systèmes symboliques et de reconnaissance, notamment au niveau de la promotion, pour mieux rendre compte des responsabilités familiales que doivent assumer plusieurs travailleurs, travailleuses.
Et enfin, cibler les gestionnaires pour les sensibiliser aux enjeux d'inéquité et aux enjeux qui sont principalement liés aussi au travail émotionnel qui est réparti de façon inégale entre les hommes et les femmes. Troisième axe de piste de recommandation porte sur les services de soutien et de soins qui sont offerts à la famille et à la population. Donc, on parle d'améliorer ces services, mais aussi d'en assurer un accès équitable. Les écrits, les articles montrent bien que les écoles et les services de garde jouent un rôle pivot pour les parents dans leur conciliation travail-famille. Et donc, ce qui est important, c'est d'offrir des services qui sont adéquats, suffisants, accessibles pour tous les enfants, euh, qui sont sensibles également à la situation des familles arrivantes, et ce qui implique aussi d'améliorer la qualité des conditions de travail du personnel essentiel de ces services qui sont, rappelons-le, en grande majorité des femmes. Pardon, j'ai sauté rapidement. Le quatrième axe porte cette fois sur les politiques publiques, mais aussi la gestion, la prévention des crises. La synthèse des connaissances montre bien comment les mesures liées à la COVID-19 qui ont été adoptées n'ont pas tenu compte des inégalités existantes puis du poids que certaines décisions ont fait vivre à certains groupes de femmes. Et donc, pour les politiques publiques, ce qui est important, c'est de promouvoir le bien-être personnel, la santé mentale de toutes les personnes dans le développement de toutes les nouvelles politiques puis leur mise en œuvre. Donc, favoriser l'adoption, continuer les efforts pour l'approche ADS, plus, très important. Et ça peut passer également par la reconnaissance mondiale de la contribution du travail non payé des femmes. À l'échelle de l'économie mondiale, c'est un élément qui nous apparaissait important. Et enfin, des politiques plus universelles, on se les souhaite plus universelles, analysées, implantées dans une perspective intersectionnelle, encore une fois. Je vous en nomme quelques-unes, mais il y en a d'autres, donc augmentation du salaire minimum, protection du droit de syndicalisation, politique d'équité de revenus, etc. Dernier élément, inciter, normaliser le travail de care des hommes. C'est également un autre axe sur lequel on doit travailler et que les politiques doivent cibler. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on retire de cette synthèse des connaissances en termes de contribution? En fait, elle a permis de mieux comprendre les composantes de la charge mentale et les mécanismes par lesquels elle entre par le corps, puis elle a des effets réels sur la santé et le bien-être des femmes. C'est une synthèse des connaissances qui confirme également le rôle des inégalités sociales sur la santé des femmes et qui soulève des écarts importants entre elles à soulever. C'est une synthèse des connaissances qui atteste également de recul en termes d'équité hommes-femmes durant cette période qui a été la pandémie de COVID-19. Et c'est une synthèse des connaissances qui soulève également des pistes de recherche pour les chercheurs, les chercheuses qui sont peut-être parmi nous ce midi. Donc, des recherches qui doivent être faites sur la charge mentale auprès des groupes marginalisés. Il y a encore un manque à combler dans les écrits qui sont publiés. Un manque à combler également sur la charge mentale dans ses multiples contextes, donc notamment au niveau du care transnational, des contextes de migration, les réalités nord-sud, et aussi des recherches spécifiques qui doivent être menées autour de cette notion de la charge verte ou encore de la charge environnementale, si on préfère la nommer ainsi. Je dois quand même vous soulever quelques limites, mais les stratégies qu'on a mis en place, donc les limites de notre démarche. La principale à laquelle nous avons été confrontés est le fait que le concept de charge mentale et de charge verte sont des concepts qui sont mouvants, qui ont des périmètres vraiment difficiles à circonscrire et qui ont des racines francophones, donc qui ne retrouvent pas des expressions qui trouvent écho de manière similaire, si on veut, dans les écrits de langue anglaise. Donc, souvent, la charge mentale est abordée indirectement, ce qui a eu un effet sur notre stratégie de recherche, de fouille de bases des données.
qu'on a tenté un peu de combler justement en en co-construisant cette grille, cette stratégie de recherche avec les représentantes des milieux. Et on a également opté pour une recherche qui était beaucoup plus large en termes de mots-clés pour finalement réduire, mais ce qui a impliqué beaucoup de temps de notre part, mais qui en a valu tout de même la peine. Deuxième limite que j'aimerais soulever, c'est au niveau de la sélection des articles, c'est toujours inhérent lorsqu'on fait une recension des écrits, une revue de portée. Donc, une limite on a essayé de limiter quand même les billets avec un processus d'accord interjuge à toutes les étapes. Et enfin, troisième limite, le fait que la littérature grise ne soit pas indexée au même titre que la littérature scientifique fait en sorte que nous avons un corpus qui est non exhaustif, qui a une composition orientée, mais qui a quand même l'avantage d'être construit à partir de sources qui sont apparues pertinentes pour les représentantes des groupes et les différents groupes qu'elles ont interpellés autour de la charge mentale et de la charge verte. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et bien sûr, je pourrais revenir là, sur des éléments, que ce soit au niveau des résultats ou de la méthodologie. Mais sinon, j'aimerais bien savoir si ce portrait de la synthèse des connaissances sur la charge mentale, la charge verte, résonne dans ce que vous observez dans vos milieux et qu'est-ce que vous pensez des pistes suggérées. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation bien enrichissante et en fait un premier pas pour rendre visible justement les multiples composantes de la charge mentale aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Je m'adresse à Élise, voir je pense qu'il y a déjà des questions, donc on pourra aller maintenant pour cette période de questions. Et Jenna est là pour participer à cet échange. Ton micro, Élise? Moi, je vais ouvrir mon micro puisque vous insistez. Donc, j'ai deux questions jusqu'à maintenant. Donc, lancez-vous, là. N'hésitez pas à en ajouter dans le chat. Je pourrais les relayer. Donc, première question qui avait été posée. On nous demande, est-ce que les hommes ont aussi une charge mentale? Si oui, à propos de quoi? Puis là, la personne qui posait la question faisait l'hypothèse que c'est peut-être la question de l'écart entre la charge mentale des femmes et celle des hommes qui pose problème. Alors, Isabelle. Oui, merci. Effectivement, on ne peut pas dire que les hommes peuvent avoir également une charge mentale, mais c'est cet écart qui pose effectivement problème. Et cette distribution, en fait, du travail qui est invisible, qui est non reconnu, qui est non rémunéré, qui a des impacts sur la carrière de plusieurs. Donc, cette inégalité-là est constitutive de la charge mentale et vient possiblement l'amplifier par les sentiments également d'injustice qui peuvent être associés à cette charge mentale et en plus au travail qui peut être associé à vouloir rétablir une distribution ou encore un partage des tâches plus équitable. Donc, à plusieurs niveaux, les écarts se creusent et fait en sorte que les effets sur la santé sont beaucoup plus grands pour les femmes. Merci. Il y a quelqu'un qui nous dit, je vois que le télétravail fait partie des solutions proposées, mais je me demande si toute proportion gardée, les femmes n'y ont pas davantage recours afin de réaliser des tâches domestiques en parallèle de leur travail. Au final, est-ce que le télétravail, qui est présenté des fois comme une solution par rapport aux enjeux de conciliation, vient pas accentuer le partage inégal des tâches domestiques au sein de la famille? Donc, on demandait, est-ce qu'il y a des données qui existent là-dessus? Oui, absolument. Le télétravail, c'est quelque chose qui est épineux parce qu'il peut être également paradoxal. On sait d'une part que c'est une stratégie qui est adoptée par plusieurs pour justement concilier, faire davantage de tâches de manière simultanée, mais ce qui augmente la charge mentale au final. Et c'est une occasion, mais cette pandémie qui nous est tombée sur la tête a été quand même formidable au niveau de la recherche, puisqu'on est arrivé dans une situation où là, le télétravail a été imposé à
pas mal la majorité des travailleurs, des travailleuses, excepté ceux qui étaient, bon, évidemment, au front et qu'on n'oublie pas. Mais donc, dans cette situation-là, où au sein de couples hétérosexuels qui travaillaient à temps plein, autant les mères que les pères se retrouvent en télétravail, les recherches montrent bien que la négociation, notamment, je vous ai parlé de la négociation des espaces, dans toutes ces petites choses du quotidien, font en sorte de se recréer d'autres types d'espaces, d'autres écarts où, oui, on aurait pu croire que le télétravail engendrait une charge mentale égale pour les mères et pour les pères, mais où finalement il y a comme une reconstruction, une redistribution inégale des tâches domestiques, faisant en sorte, par exemple, que, comme je le disais, les mères se retrouvaient en plus grande majorité à travailler au salon, à la cuisine, en regardant, en surveillant les enfants, versus une majorité de pères qui avaient un espace fermé pour travailler. Donc, on voit aussi que le télétravail, donc, c'est quelque chose qui est épineux, qui peut être une stratégie qui s'avère néfaste à long terme parce qu'augmentant la charge mentale et que dans certaines situations, à télétravail imposé, comment se reconfigurent les choses au sein de la famille, mais on voit encore des écarts et des inégalités se recréer. Merci. J'en profite pour mentionner, puisque le sujet semble intéresser les personnes qui participent aujourd'hui, que dans le cadre de la dernière stratégie gouvernementale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, qui est en cours, 2002-2027, il y a une action du Conseil du statut de la femme qui va viser à documenter les impacts du télétravail chez les femmes. Fait que je suis certaine que les enjeux liés à la santé puis à l'impact sur le partage inégal des tâches fera partie des enjeux qui seront observés et questionnés par le Conseil du statut de la femme, très certainement. Mais ça nous dit qu'on est effectivement au début de la récolte de données puis de connaissances là-dessus, puisqu'on on se les fait imposer du jour au lendemain. Effectivement, il y a eu une progression très rapide du télétravail dans nos vies qu'on aurait difficilement pu prévoir il y a 5 ans si on en avait discuté ensemble. Euh, je vois quelqu'un qui nous dit qu'il est coordonnateur en proche aidance et qui se demande, selon vous, est-ce que la rémunération du travail du CARE pourrait diminuer cette charge mentale? Oui, merci pour votre question. La rémunération des proches aidants, c'est une question qui soulève plusieurs enjeux et il faut la situer dans son contexte. Donc, des proches aidants qui sont également travailleurs, travailleuses, possiblement, qu'à ce moment-là, s'il y a des choix qui sont faits, donc en diminuant un engagement dans une sphère pour contribuer, pour aider les proches aidants dans une autre, je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Par contre, il ne faut pas non plus il faut faire attention, ça peut avoir également des effets qui s'avèrent néfastes également. Donc, si on pense par exemple à une travailleuse qui quitte son emploi pour s'occuper d'un proche et qui se retrouve, oui, avec un appui financier, mais dans une situation de plus grande précarité. Donc là, est-ce que vraiment on vient à diminuer la charge mentale? Pas nécessairement. Et en plus, si cette rémunération-là implique que le proche aidant, la proche aidante doit s'occuper seul de son proche, alors qu'on sait que le réseau de soutien est extrêmement important, ben à ce moment-là, la rémunération ne vient pas tout régler. Donc, il y a aussi les services autour, les services notamment de répit, des services qui sont accessibles aussi à la personne qui est aidée, qui sont excessivement importants dans cette situation-là. Donc, je pense que la solution n'est pas seulement un seul facteur, mais c'est de travailler multiniveau à plusieurs facteurs pour assurer différentes formes de soutien, soit financier, mais aussi en termes de soutien social pour les proches. Merci. Une personne nous demande, est-ce que vous savez s'il y a des pays qui ont mis en place des actions collectives pour réduire la charge mentale des femmes? C'est peut-être qu'on pourrait élargir à, tu sais, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques inspirantes venues d'ailleurs qui pourraient nous inspirer si jamais vous en avez croisé là, dans le courant des lectures que vous avez faites? Dans les lectures qu'on a fait, puis Jenna pourra me compléter sur ça, parce que je sais que c'est un point dont on a beaucoup discuté. Les congés parentaux sont vus comme une bonne pratique incontestable. Donc, nous,
comparativement aux autres pays sur lesquels nous avons lu, on sait que c'est un droit à protéger, mais je pense que c'est le principal là, que je soulèverai. Jenna, est-ce qu'il y avait d'autres bonnes pratiques? Mais je sais que la première, c'était le congé parental, bien souvent qui ressortait, hein. Si tu veux me... Ben, je pensais justement à ça. Et en Suède, qu'ils obligent, ben, en fait, il y a une temps total que les deux parents peuvent prendre, mais seulement si le père prend la moitié. Donc, en fait, on perd la moitié si ce n'est pas le père qui prend ce temps-là. Puis, c'est à discuter. Il y a probablement des aspects négatifs à ça aussi, mais les études, il y avait plusieurs études qui comparaient entre différents pays, en Europe notamment. Et les effets de ça, c'est qu'après les congés parentaux, les pères étaient plus impliqués dans la vie des enfants. Donc, il y a certaines études qui démontrent que c'est l'effet de congés parentaux pour les pères obligés. Merci. Puis on sait aussi que récemment, le Québec a bonifié son régime d'assurance parentale pour justement venir rajouter des semaines s'il y a une certaine proportion des semaines du congé parental qui sont prises par le père. Fait que peut-être que c'est des pas tranquillement qu'on fait vers cette direction-là là, pour tendre vers les meilleures pratiques dans les autres pays également. Quelqu'un nous demande s'il y avait des différences, en fait, des différences entre les milieux francophones et anglophones. Je sais que vous l'avez abordé au niveau de la littérature, là, en disant que c'était pas abordé de la même façon nécessairement, mais est-ce qu'il y a d'autres différences que vous auriez voulu faire ressortir par rapport à ça? À ce niveau-là, je pense qu'il faut le comprendre peut-être principalement, donc où il y a les différences en termes de termes utilisés, là, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas le comprendre en termes d'anglais-français, mais plutôt de la littérature du Québec sur le contexte du Québec versus la littérature à l'international. Et donc, les différences qui pouvaient peut-être être soulevées, c'est justement ces différences structurelles au niveau de politique ou de mesures en vigueur dans le contexte québécois qui ne se retrouvent pas nécessairement ou qui est autre ailleurs dans le monde. Donc, je pense principalement les différences se situaient là, mais au niveau des composantes de la charge mentale, de ces inégalités hommes-femmes, de son caractère invisible, du travail émotionnel qui est associé et de ces écarts. Euh, donc ça, c'était vraiment des constances qu'on voyait dans les différents pays. Excellent. Malgré les différences de façon de le nommer, par exemple. Ouais. Exactement. Je continue. Il y a une autre question qui porte sur la question de la parentalité lesbienne durant la pandémie. Il y avait comme un résultat que vous avez présenté par rapport à ça. La personne souhaiterait avoir un petit peu plus de détails sur ce résultat-là. Oui. Oui. En fait, il faut dire d'entrée de jeu que la parentalité lesbienne est également une réalité qui est invisibilisée, je dirais, actuellement là, dans les écrits sur la charge mentale. Mais on faisait un effort lorsqu'on extractait les informations d'aller vraiment voir les caractéristiques des participants, des participantes des études, justement, dans une approche intersectionnelle. Et il y a au moins 2, 3 articles qui ressortaient et qui montraient durant la pandémie cette amplification de la charge mentale dans les familles composées par deux mères, deux femmes, et qui donc possiblement pouvaient vivre la surcharge du travail émotionnel dans leur milieu de travail, notamment, par exemple. Donc ça, c'est peut-être une avenue qui était soulevée pour expliquer cette amplification de la charge mentale chez les couples lesbiens. Mais je tiens à dire qu'il y a peu de recherches encore qui sont faites sur le sujet, puis c'est exactement une piste là, qu'il faudrait aller creuser dans d'autres recherches. Excellent. Il y a toutes sortes de personnes là, qui nous proposent des idées, tu sais, peut-être d'actions qui pourraient être mises en place aussi là, pour venir agir sur ces enjeux-là. J'en lis quelques-unes. Il y a des gens qui nous mentionnent, mais peut-être que ça serait intéressant de présenter ces informations-là dans les écoles primaires, secondaires, d'organiser des groupes de discussion avec les élèves pour améliorer la situation pour la prochaine génération. Donc, une piste de solution qui est amenée. Les gens nomment aussi les garderies subventionnées avec assez de place pour les enfants qui serait un incontournable aussi.
Il y a quelqu'un qui rebondissait sur la question du télétravail en disant que oui, ça permet d'aider beaucoup de femmes dans leur conciliation travail-famille, mais que ça règle pas nécessairement la vraie problématique dans la charge de travail domestique puis inégale là, qui est dans le partage qui est fait. Donc, ultimement, que ça pourrait même avoir comme effet de contribuer à renforcer les rôles genrés. Parce qu'en plus de faire du multitasking, ben, on se rajoute une brassée de lavage finalement dans notre journée de travail en plus. Euh, il y a quelqu'un qui pose une question en fait, qui soulève la question des femmes qui travaillent comme infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires, en disant que ce sont majoritairement des femmes, qu'elles vont être monoparentales, qu'elles vont travailler des fois de soir, de nuit. Fait que la personne pose la question des CPE qui seraient ouverts 24 heures sur 24, par exemple, parce que sinon, c'est une énorme charge mentale pour les femmes. Donc, la personne soulève comme voie de solution que les hôpitaux dans chaque région peut-être devraient offrir des CPE 24 heures. Enfin, en tout cas, j'y vais vraiment en rafale, là. Sinon, il y a quelqu'un qui nous mentionne que pour les recommandations pour les milieux de travail, que en dépit de mesures mises en place pour tenir compte de la charge mentale, que ça s'accommode peut-être rarement d'un accommodement en matière de charge de travail. C'est-à-dire que les échéanciers, les délais, les livrables, les responsabilités vont demeurer les mêmes. Fait que la personne pose la question, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il pourrait y avoir des mesures d'assouplissement sur ce plan-là? Euh, Fait que je vous laisse réagir en vrac, peut-être à la dernière, mais aux autres choses qui ont été dites aussi, si vous souhaitez. C'est une bonne question et qui est posée peut-être d'une façon à partir où qui n'a peut-être pas été réfléchi comme ça. Parce qu'effectivement, hein, on pense toujours à comment concilier, comment mieux faire plus avec peu, mais peut-être qu'il faut le prendre à l'envers aussi, hein. Peut-être qu'il faut prendre le problème de l'autre côté. Euh, J'aurais besoin un petit peu plus de réflexion pour vous proposer quelque chose, mais je note. Je note tout à fait. Jenna, est-ce que tu voulais réagir? Oui, je me souviens de quelques articles qui ont parlé des semaines de 4 jours. Donc, oui, dans les propositions structurelles, c'est quelque chose qui a été soulevé, mais pas certainement pas autant que les garderies, les congés parentaux, mais oui, du travail à faire là. Oui. Et souvent, on part de la prémisse que l'allègement va nécessairement engendrer moins de production, hein. Mais encore faut-il faire les recherches pour voir et vraiment vérifier qu'une semaine de 4 jours, quels seraient les effets de la semaine de 4 jours. Je me dis, on pourrait l'essayer, puis faire des recherches, l'analyser, à suivre. Oui, tout à fait. On nous demande également si vous avez pu faire ressortir les spécificités pour les femmes issues de l'immigration. Puis elle pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes issues d'immigration? Euh, dans le fond, parce qu'il y a comme plusieurs facteurs qui viennent augmenter, peut-être alourdir leur charge mentale. La personne nommait le statut migratoire qui est parfois précaire, le parcours migratoire, le changement de la dynamique familiale, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux adapter les interventions à leurs particularités pour mieux les desservir? Mm. C'est un élément qui ressortait beaucoup dans plusieurs articles. Les femmes qui sont dans des parcours migratoires ont des charges mentales vraiment amplifiées par tous les éléments dont vous mentionnez, que vous avez mentionné. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu. Maintenant, comment les aider? Comment mieux les soutenir? Ben, d'une part, ça se passe au niveau de l'accueil au pays, bien sûr, c'est incontournable. Et c'est aussi au niveau des services, donc des réseaux qui peuvent être déployés autour de ces familles. Donc, penser, oui, l'accueil des familles se passe également au niveau des CPE. Donc, des soutiens, des services de garde qui sont adaptés, qui sont sensibles également à leur réalité. Et il y a probablement aussi, si on pense multiniveau, aller travailler également au niveau en emploi. Donc, l'embauche de ces mères-là, probablement qu'il y a des choses également à aller travailler sur lesquelles on n'a pas nécessairement, on ne s'est pas penché, mais qu'il y a probablement à aller travailler aussi à ce niveau-là. Pour faciliter leur insertion sur le marché du travail aussi. Une autre C'est idée choisi. que... Oui, oui, Désolée, vas-y. Elisabeth.
Oui. Non, une autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est dans d'autres pays, il y a beaucoup plus une dépendance ou un appui de la communauté. Il y a des articles qui parlent de la part des grands-mères en Italie, par exemple, mais ce n'est pas le seul. Donc, une autre idée, ce serait d'aider ces femmes-là à reconstruire leur communauté ici, de les mettre en contact avec d'autres personnes, d'offrir des espaces pour se connaître, pour qu'ils puissent reconstruire cette communauté-là et avoir les bienfaits de cet appui-là. Donc, ça passe nécessairement par le financement des organismes qui ont déjà cette mission dans leur pratique. Oui. Donc, financement des organismes communautaires également. Oui. Merci. Il y a des gens qui nous mentionnent que peut-être dans les causes ultimes de cette charge mentale inégale, il y a évidemment toutes les questions liées à l'éducation stéréotypée. Là. On donnait comme exemple la petite fille qui veut jouer à faire du ménage, par exemple. Donc, comment est-ce que dans l'éducation, on peut renforcer chez les filles le développement de toute la question du care, aussi de je m'occupe, je prends soin des émotions, mais des besoins de tout le monde aussi. Fait que nécessairement, je pense que plusieurs personnes soulignent que ça fait partie des pistes de solution aussi, là, peut-être de déconstruire aussi tout ça dès l'enfance et dès l'éducation à la base. Une personne nous mentionne l'enjeu des congés de maternité pour les emplois traditionnellement masculins, a donné l'exemple, par exemple, des camionneurs. Je ne sais pas si ça le fait partie aussi de vos lectures, là, de l'accessibilité peut-être. Tu sais, oui, on veut que les hommes prennent davantage de congés parental, mais est-ce que dans les milieux à prédominance masculine, est-ce que c'est bien vu de le faire à ce stade-ci? Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir. C'est un excellent point. C'est un excellent point d'une situation spécifique où possiblement je vois toutes les difficultés supplémentaires pour ces femmes, mais je n'ai pas d'article qui me vient en tête sur cette question-là. Donc, s'il y en a, il y en a peu. Et autre piste de recherche future, Jenna, est-ce que tu te souviens de situations de travailleuses dans des milieux traditionnels? Le seul que je peux penser, puis c'est un petit peu différent, c'est des femmes entraîneurs de sport professionnel. Mais c'est pas tout à fait le même genre de travail, mais il parlait de comment que les femmes, il fallait en plus naviguer dans un monde très masculin, puis que ça a ajouté à leur charge. Oui. Donc, la situation des travailleuses autonomes, là, qui est aussi une situation plus Oui. à risque de charge mentale. Ouais. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est en train de nous mentionner, une personne souligne l'absence de congés parentaux dans certains secteurs, puis elle parle des femmes agricultrices, donc qui est un secteur parlant aussi. Donc souvent, elles ne vont pas être couvertes par le RQAP parce que les revenus de la ferme vont avoir été insuffisants, par exemple. Donc, elles n'ont pas l'argent pour se faire remplacer. Donc, il y a cette capacité-là aussi de s'arrêter puis de prendre le congé là, qui peut entrer en ligne de compte aussi. Mm. J'invite les personnes participantes à ne pas se gêner pour envoyer d'autres questions. Moi, je suis en bas de ce que j'avais. J'ai profité de cette pause où je vous invite à venir inscrire des nouvelles questions pour poser une question naïve. Dans toutes les lectures que vous avez faites, est-ce que certaines des sources que vous avez trouvées avaient été produites par des hommes, que ce soit dans la littérature grise ou que ce soit dans la littérature scientifique? Est-ce que vous avez trouvé que les hommes se penchaient, eux, de leur point de vue, sur ces enjeux-là liés à la charge mentale, ou est-ce que majoritairement, ce sont les femmes qui amènent, qui soulèvent ces enjeux-là puis qui produisent la recherche sur ces concepts-là? Oh, nous n'avons pas tenté de genrer les auteurs. OK. Nous pourrions peut-être le faire, mais il ne faudrait pas mégenrer personne non plus. Mais je pourrais pas répondre avec notre recension, mais quelque chose me dit d'expérience que souvent on va travailler sur des enjeux sur lesquels on est interpellé, mais pas nécessairement toujours non plus. Alors, j'aurais envie de dire oui, Élise, mais
j'ai pas le chiffre à l'appui, on l'a pas fait, on n'a pas dénombré selon le genre des auteurs. Excellent. J'étais curieuse, c'était pas une question piège, mais j'étais curieuse de voir parce que quand on a commencé à travailler sur ces concepts-là, on se rendait compte que l'apparition du terme, tu sais, dans les médias grand public était beaucoup dans des publications tu sais, dont le public cible sont les femmes, disons-le comme ça. Tu sais, on lisait des articles, par exemple, dans Le Châtelaine, on lisait des articles dans... tu sais, pour moi, il y avait déjà quelque chose de très significatif dans l'endroit où on trouvait ce terme-là utilisé aussi dans la sphère publique. Fait que je me demandais si, d'un point de vue des articles scientifiques, vous aviez vu la même chose, mais c'est ça. Ce n'était pas une question piège, c'était une curiosité pour inspirer les personnes à remettre d'autres questions que nous avons reçues d'ailleurs. Alors, je poursuis. Il y a quelqu'un qui nous a dit, est-ce qu'il y a des outils de mesure de la charge mentale qui sont validés et disponibles et qui pourraient être utilisés dans plusieurs contextes pour bonifier des projets de recherche? Si oui, lesquels? Alors, est-ce qu'on a des outils pour la mesurer, la charge mentale? En fait, ça aussi, c'est un autre aspect sur lequel il faut travailler. Il y a plusieurs outils de mesure qui sont disponibles, mais ce n'est pas des outils de mesure de charge mentale directement. Donc, il y a beaucoup d'outils de mesure dans le domaine de la conciliation travail-famille. Par exemple, je vous parlais des, euh, de la pression, de la tension, des interférences, hein, équilibre famille-travail. Bon, il y en a plusieurs qui ne vont pas nécessairement toujours inclure ces aspects spécifiques des composants de la charge mentale. Donc, c'est pour ça souvent que dans notre recherche, on a dû y aller assez large, puis ensuite faire un bon tri, à savoir, bon, ici, on parle de conciliation travail-famille, mais est-ce qu'il est question de charge mentale également? Si oui, on garde, sinon, on enlève, si ce n'est que de la répartition, par exemple, du temps. Et c'est un problème en soi, puisque le caractère invisible de la charge mentale, donc non reconnu, et parfois même non reconnu par celles qui le vivent, parce que le travail à la base derrière est également invisible, engendre tout plein de difficultés à venir mesurer cet aspect, ce concept-là. Mais absolument, il faudrait travailler sur cette mesure de la charge mentale et travailler aussi également au niveau des indicateurs lorsqu'on cherche à faire des comparaisons entre les pays ou encore à faire des comparaisons populationnelles dans le temps. Par exemple, ce serait intéressant de savoir si aujourd'hui on vit encore ces effets de la charge mentale qui ont été, que a impliqué le contexte là, de la crise de la COVID-19. Donc, on manque un peu d'outils et lorsqu'on en trouve, ils sont peu développés dans des approches intersectionnelles. Et c'est ça, c'est un grand problème également, puisqu'on mesure la charge mentale dans certains contextes de certaines femmes, principalement les mères de jeunes enfants, mais on laisse un peu à côté toute la charge mentale. Par exemple, on a nommé l'approche aidance, la charge mentale qui peut être rencontrée par des femmes dans des emplois non traditionnels, des femmes dans des parcours de migration, etc., etc. Donc, il y a un gros travail à faire là, à ce niveau-là. Donc, plusieurs recherches à venir, j'espère. Excellent, merci. Je vais vous relayer une dernière question. Là. Finalement, il y en a beaucoup qui sont en train d'arriver, mais le temps file. Il y a quelqu'un qui posait une question sur qu'en est-il de la pression sociale exercée sur les femmes pour surperformer? Donc, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les modèles présentés dans les milieux de travail ou dans les autres sphères qui laissent croire au mythe de la superwoman. Bref, certaines femmes participent-elles aussi à mettre cette pression malgré elles, peut-être? Et ça serait notre dernière question. L'expérience de la charge mentale est liée aux normes sociales, ça c'est certain, hein. Le fait de performer comme bonne mère, disponible, attentionnée, près des enfants, toujours en train de les stimuler, versus également la performance au travail, donc avoir une carrière, avoir un projet de vie, etc. C'est des normes sociales qui infusent, qui sont disons, transversales à l'ensemble des sphères de vie, puis qui viennent effectivement mettre une pression supplémentaire. C'est difficile de... La charge mentale s'imbrique dans ces normes-là qui sont, il ne faut jamais l'oublier, genrées. Et c'est là où c'est important de le garder en tête, c'est que ces pressions, tout le monde les vit, mais pas de façon égale. Les femmes et certaines femmes également en particulier, et c'est pour ça que c'est important de regarder également le contexte. Mais assurément, on ne peut pas désintégrer cette expérience de la charge mentale, ses effets sur la santé, comment ça s'imbrique aux inégalités sociales, d'avec les normes sociales de performance notamment, mais
et qui peuvent se reconfigurer là, selon différentes situations, parentalité, travailleur, prochain an également, militant, etc. J'ajouterais, si je peux, il y avait un paquet d'articles en anglais sur le intensive mothering, donc une façon de donner beaucoup aux enfants. Et ces articles-là ont regardé un petit peu un historique. C'est une tendance qui a vraiment émergé dans les années 90. Donc, c'est assez récent. Dans les années 70, même 80, les enfants étaient laissés un petit peu plus à eux-mêmes. Je parle dans un contexte de classe moyenne, mettons, en Amérique du Nord. Mais depuis les années 90, il y a vraiment beaucoup plus de pression sur les familles et surtout les mères à inscrire les enfants dans des clubs, développer la créativité, etc. Donc, ça, c'est une nouvelle pression ou une pression qui a été augmentée. Puis ces articles-là ont pu regarder l'impact et aussi les stratégies que les mères utilisent face à cette situation impossible parce qu'en même temps, les femmes sont allées aussi plus au marché du travail. Donc, c'est vraiment des normes impossibles à bien effectuer tout ensemble. Merci. Fait que ça va clôturer notre période de questions, mais je vous dis juste rapidement, il y avait toutes sortes de questions, de commentaires qui étaient vraiment très intéressants, qui continuaient d'arriver. On nous mentionnait entre autres de la charge mentale pour les femmes qui n'ont pas nécessairement d'enfants. Donc, par exemple, ça peut être la prochaine danse, ça peut être la prise en charge de d'autres besoins dans le couple ou même à l'extérieur aussi de la structure familiale. Donc, vous faites bien de le mentionner. Ça fait certainement partie des choses sur lesquelles on doit absolument se pencher. Donc, bref, il y avait toutes sortes de trucs intéressants, mais c'est un bon signal que les discussions devront se poursuivre sur ce sujet-là. Donc, Geneviève, je vous repasse la parole. Oui, et si vous le permettez, on pourra vous transmettre les questions, Isabelle Courcy. Donc, très bien. Merci. Oui. Alors, ça, c'est déjà prévu pour toutes ces questions là, qui restaient. Merci infiniment pour votre participation. Donc, je m'adresse aux personnes inscrites qui ont soumis ces questions, commentaires. Je rappelle que, en fait, oui, effectivement, la rencontre est enregistrée et sera euh, publiée donc, dans la chaîne YouTube du Fonds et vous en serez informés. Toutes les personnes qui étaient inscrites auront un avis lorsque ce sera disponible et on vous invite évidemment à diffuser plus largement cet enregistrement. Le rapport de recherche est bien entendu disponible dans le site du Fonds. Ce sera également mentionné dans le rappel que Audrey Asselin fera dans les prochains jours. Alors, encore une fois, merci à Isabelle Courcy, merci Jenna Webb, et je vais céder la parole de nouveau à Élise Demers, mais également à Alexandra Fontaine pour le mot de la fin, le mot de clôture. Merci infiniment. Oui, merci. En fait, comme mentionné en début de présentation, le financement du projet de recherche présenté aujourd'hui provient du plan d'action en santé bien-être des femmes. En tant que coordonnatrice du plan, je ne peux pas passer à côté une petite phase de remerciement. J'aimerais dans un premier temps remercier le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, pour avoir coordonné la recherche-action, mais aussi avoir organisé et présidé l'activité d'aujourd'hui. Un gros merci aussi à la direction de la recherche du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le soutien qui a été accordé à chacune des étapes de réalisation de la mesure. Un gros merci aussi au secrétariat à la condition féminine pour la précieuse collaboration, mais aussi pour l'animation. Élise, un grand succès. Euh, L'animation des questions, pardon. Je remercie aussi chaleureusement Isabelle Courcy et son équipe de recherche, en fait, pour leur grande générosité dans le partage des résultats sur la synthèse des connaissances et sur la charge mentale et ses effets sur la santé des femmes. Un merci tout particulier aux participantes et aux participants qui se sont inscrits à la rencontre d'aujourd'hui. Pour moi, ça témoigne d'un réel intérêt, en fait, pour la recherche en santé des femmes. Donc, je salue votre curiosité et votre engagement. La synthèse des connaissances sur la notion renouvelée de la charge mentale, ça nous offre
un point de départ pour se pencher sur ce concept et précisément, en fait, sur son impact sur la santé des femmes. Donc, on accueille avec grand intérêt le rapport et c'est certainement en concertation là, avec le secrétariat à la condition féminine qu'on va continuer à explorer les pistes d'action, à la fois pour sensibiliser la population, mais aussi pour tenir compte de la complexité de la charge mentale, puis de la manière dont celle-ci s'articule aux enjeux spécifiques à la santé des femmes. Donc, un gros merci. Oui. Puis je conclus à mon tour en vous parlant un petit peu de la genèse là, de cette idée de recherche-là sur laquelle on avait travaillé avec le M3S. La charge mentale, ce n'était pas un concept qui était complètement nouveau dans nos publications gouvernementales. En 2017, on en avait parlé dans la stratégie gouvernementale en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle était positionnée un peu comme un enjeu de conciliation travail-famille, quelque chose qui peut être un frein à la progression de carrière, à l'autonomisation économique, par exemple, quelque chose qui venait parler de l'égalité au sein des familles, mais on avait peu posé ce concept-là comme un enjeu de santé. Tu sais, on l'avait mentionné un peu comme au détour d'une phrase, là, ah, puis ça peut avoir un impact peut-être sur la santé des femmes, mais justement parce qu'on manquait de données, d'informations par rapport à ces questions-là. Fait que je pense que le projet qui a été mené nous permet de faire discuter de ce concept-là, de peut-être être en mesure de s'outiller pour l'amener dans toutes sortes de discussions, dans tous vos milieux respectifs. J'ai vu beaucoup de gens dire, OK, ben moi, je vais me servir de ça dans mon milieu pour faire tel projet ou pour planifier telle action. C'est exactement ce qu'on souhaitait. On souhaitait que ce concept-là devienne davantage présent dans la sphère publique pour qu'on puisse commencer à en discuter. Puis c'est certain qu'il y a un peu il y a un effet pervers à ça, hein. Les femmes vivent la charge mentale, donc c'est un peu à elles qu'incombe la responsabilité de l'amener comme une discussion au sein de leur famille aussi, puis de dire, as-tu vu, je pense qu'il y a un problème avec ceci, mais il y a vraiment comme un travail de reconnaissance, un travail de langage pour faire reconnaître cette réalité-là aussi. Puis je pense que ça va ouvrir toutes sortes de questions pour la suite des choses. Puis par rapport aux impacts sur la santé des femmes, est-ce qu'il y a des burn-out qui en réalité sont pas causés nécessairement majoritairement par le milieu de travail, mais plutôt par l'articulation des responsabilités au travail avec celles liées à la famille, puis au fait que ces frontières-là sont complètement poreuses. Fait que, tu sais, je pense que ça nous amène des questions aussi sur est-ce qu'on va avoir tendance à médicamenter certaines conditions de santé qui sont en réalité peut-être créées par des déséquilibres dans la prise en charge des responsabilités familiales aussi. Ça ouvre toutes sortes de discussions, je pense, intéressantes dans nos milieux respectifs. Donc, on ne lâchera pas les réflexions sur ce concept-là. Je pense qu'au contraire, c'est un point de départ aujourd'hui. Alors, merci de vous y intéresser et de vous en faire le relais dans vos milieux respectifs.